Comment expliquer la place du néolibéralisme aujourd'hui? Marie-Laure Djelic, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marie-Laure Djelic, professeure des universités à Sciences Po Paris. Le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est d'abord le néolibéralisme? Alors si on veut reprendre les termes de Foucault et les étendre un peu, le néolibéralisme c'est un régime de savoir, un régime de vérité, un régime de pouvoir aussi, un régime d'action qui structure la manière dont nous agissons tous les jours, aujourd'hui, ici, ailleurs. Alors, ce n'est pas le seul régime de vérité de notre monde, mais c'est un régime de vérité qui est extrêmement puissant, qui est devenu extrêmement puissant sur les 30-40 dernières années à peu près, en particulier dans les sphères du politique, dans les sphères de l'économique. Alors pourquoi s'intéresser à cette question de la place du néolibéralisme? Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'histoire du néolibéralisme. C'est comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment on a pu passer d'une époque, les années 50, où l'idée libérale était un petit peu moribonde, on va dire, à un monde dans lequel tout est marché, où tout doit être marché, tout doit être marchandisé. L'État a un rôle de plus en plus marginal et marginalisé. Comment on en est arrivé là? Donc, ce qui m'intéresse sont vraiment les étapes de la construction de cette culture, on peut l'appeler aussi comme ça, de ce régime de vérité qui est aussi une culture. Quels sont les acteurs, quels sont les mécanismes qui nous ont menés jusqu'ici? Pour comprendre le monde dans lequel on existe, il faut accepter de le déconstruire, il faut accepter d'ouvrir la boîte noire des mécanismes qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Et quand on ouvre la boîte noire, on découvre une organisation, Atlas. Alors, on a beaucoup parlé dans l'histoire du néolibéralisme, et il y a eu beaucoup de travaux, je vais faire un petit retour en arrière avant de parler d'Atlas, de la Société du Mont Pèlerin, qui est une société d'intellectuels libéraux créée par Friedrich von Hayek en 1947 à Mont-Pèlerin, en Suisse, dans un très joli petit village de Suisse. Hayek, prix Nobel d'économie. Voilà. Et la Société du Mont Pèlerin était une société, reste d'ailleurs une société très fermée, à l'origine donc construite par environ une trentaine d'intellectuels, essentiellement européens et américains, croyant au libéralisme et croyant sous des formes assez diverses. On retrouve des gens qui vont de Ludwig von Mises à Friedrich von Hayek à Bertrand Jouvenel ou le jeune Milton Friedman, encore très fringant. Ce noyau dur, on va dire, du libéralisme européen et américain se met donc en place dès les années 47 comme un lieu de pensée de l'idée libérale et de la réinvention d'un modèle libéral, d'une société libérale. Mais Hayek, dès ces années-là, est convaincu qu'on ne pourra pas véritablement transformer le monde essentiellement keynésien et planiste dans lequel ces intellectuels se situent alors, sans une vraie révolution qui aura une ampleur à travers l'action de ce qu'il appelle un groupe de second-hand dealers in ideas. En français, ça fait concessionnaire de deuxième main, c'est pas très joli. Et que ce cercle-là ne sont pas des producteurs d'idées, mais ce sont des diffuseurs, des intégrateurs, des colporteurs, des vulgarisateurs d'idées qui doivent s'insérer dans les institutions clés de nos sociétés à différents niveaux, les universités, les cabinets autour des politiques, etc., etc. Et donc, quelques années plus tard, quand un jeune officier de l'armée anglaise, Anthony Fisher, vient le voir à la London School of Economics où il est alors, pour lui dire qu'il est fasciné par les idées d'Hayek, par ses idées, et qu'il est prêt à se mettre à son service, et qu'il lui demande finalement qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que je peux faire pour ces idées. Donc ce monsieur Anthony Fisher, Hayek lui répond surtout pas de politique, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de créer en fait une organisation, des organisations qui vont changer le climat intellectuel des lieux dans lesquels nous sommes. Et donc, à partir de là, Anthony Fisher va d'abord faire un peu d'argent, parce qu'à l'époque, il pas grand-chose. Et il va ensuite, en 1955, créer le premier think tank néolibéral que l'on connaisse, qui est l'Institute for Economic Affairs. Margaret Thatcher a toujours reconnu le rôle extrêmement important que l'IEA avait joué dans la création d'un climat intellectuel propice à son arrivée au pouvoir. Donc Fisher est le créateur de ce premier think tank. Sur la base du succès de ce think tank, il est ensuite appelé au Canada pour créer
le Fraser Institute, qui a le même mode de fonctionnement, la même logique, le même objectif. Puis il créera le Manhattan Institute, le Pacific Research Institute, etc. Autant de think tanks néolibéraux, essentiellement en Europe et aux États-Unis. Une petite douzaine à peu près sur les années 60-70. À la fin des années 70, on est dans une fenêtre d'opportunité, entre guillemets, intéressante pour le néolibéralisme. On a donc Thatcher et Reagan qui sont au pouvoir. On a Hayek et Friedman qui ont reçu le faux prix Nobel d'économie. On a Pinochet qui a lancé une véritable politique économique néolibérale. Le premier pays à vraiment lancer une politique économique néolibérale, c'est le Chili, avec les économistes qu'on appelle les Chicago Boys, qui ont été des étudiants de Milton Friedman à l'Université de Chicago. Donc on a un vrai climat porteur de ces idées néolibérales. Et Anthony Fisher se dit qu'il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. Il en discute bien sûr avec les cadres, on va dire, de la Société du Mont Pèlerin, en particulier avec Friedman et avec Hayek, dont il est très proche. Et l'idée qui ressort de ces discussions est de créer une organisation, the Atlas Economic Research Foundation, dont l'objectif est de créer des think tanks néolibéraux un peu partout dans le monde. Donc ce n'est pas un think tank lui-même, mais c'est un peu la mère de tous les think tanks néolibéraux du futur. Qui crée ce moment néolibéral. Voilà. Et alors comment on étudie concrètement une organisation comme Atlas? Donc Atlas est une organisation qui, au contraire de la Société du Mont Pèlerin, est une organisation ouverte par définition, puisque son objectif, c'est d'une part d'aider à la création, à la constitution de think tanks un peu partout dans le monde, et ensuite, et c'est un rôle très important pour Atlas, surtout à partir du moment où il se rend compte que le succès est assez réel et que le nombre de think tanks augmente très très rapidement, de faire en sorte de créer une communauté entre ces think tanks néolibéraux, qu'ils soient en Suède, qu'ils soient en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Donc à partir de là, Atlas est une plateforme qui se veut ouverte, sur laquelle en fait on peut trouver beaucoup d'informations. Et en particulier, il y a à peu près 5 ans, quand j'ai commencé à travailler sur Atlas, le site web était extrêmement, on va dire, facile d'accès et extrêmement riche. Et j'ai donc pu, à l'époque, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, le site web a été contrôlé, beaucoup plus qu'il ne l'était alors. J'ai pu récupérer l'ensemble des documents produits par Atlas depuis sa création en 1981, à destination donc de ses membres, les think tanks, mais aussi des bailleurs de fonds et de la presse, de tout un tas de cibles. Donc j'ai à peu près la totalité de ces documents, à quelques exceptions près. Les archives privées ne sont pas accessibles. J'ai essayé d'obtenir l'accès, on m'a refusé l'accès, enfin on m'a simplement dit qu'il n'était pas accessible. Et j'ai utilisé bien évidemment tous les travaux secondaires sur le mouvement néolibéral en général et quelques rares travaux secondaires sur Atlas, mais il y en a très très peu. Mais j'ai une richesse de documentation au jour le jour, on va dire, presque, de ce que fait Atlas entre 1981 et aujourd'hui, sur lesquels on a travaillé avec mes étudiants pour essayer de sérier finalement la nature des activités, leurs conséquences, la manière dont elles sont organisées, etc. etc. Jean-Marie Colombani, invité sur ce plateau, disait « Une information ne sort jamais par hasard ». Une idée ne s'impose pas par hasard, c'est ça la conséquence de vos travaux, non ? Donc une idée ne s'impose certainement pas par hasard. En effet, c'est vraiment ça que j'essaie de montrer. Patin passe pas tellement la nature de l'idée elle-même et ses conséquences. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont travaillé sur les conséquences du néolibéralisme, sur conséquences qu'elles soient économiques, sociales, politiques, voire éthiques. Ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse dans ce travail-là. Ce qui m'intéresse, c'est en effet comment une idée devient-elle une institution au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire une culture qui s'ancre dans nos organisations, qui s'ancre dans nos pratiques et qui va faire en sorte qu'on va fonctionner très différemment de la manière dont on pouvait fonctionner il y a 30 ou il y a 40 ans. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est en effet, ce sont les dimensions finalement structurelles du succès de ces idées. Comment
construire finalement une architecture structurelle, matérielle, organisationnelle, en termes de ressources, etc., pour pousser un certain type d'idée. Et donc, à la limite, l'idée, peu importe l'idée, on pourrait utiliser les mêmes mécanismes, les mêmes outils pour pousser des idées très, très différentes. Très bien. Le néolibéralisme aujourd'hui, le cas de l'organisation Atlas. Merci Marie-Laure Djelic de votre venue. Merci beaucoup Jean-Philippe.